Quand j'étais enfant puis adolescent, à Tours, où j'ai passé toutes les 22 premières années de ma vie, j'allais beaucoup au cinéma parce que mon père était très cinéphile. Et il nous emmenait volontiers, on était inscrits au ciné-club de Touraine. Et au ciné-club de Touraine, on devait, on nous projetait des films, j'étais sans doute trop jeune pour les apprécier, des films devant lesquels on devait se prosterner comme devant autant de chefs-d'œuvre. Et puis de temps en temps, l'animateur et programmateur de ce ciné-club, qui s'appelait Jean Collet, qui était un type absolument merveilleux, ramenait des films moins vénérables, devant lesquels on n'était pas obligé de se prosterner, des premiers films de la Nouvelle Vague, tout ça. Et un jour, il a amené Une nuit à l'opéra, avec les Marx Brothers. Et d'un seul coup, le fait de voir cette bande tellement hirsute, décalée, iconoclaste, ces gens moqueurs, pas politiquement corrects, et que surtout, aussi et surtout, ça a été projeté dans le cadre d'un ciné-club, ça leur donnait une espèce de légitimité, de notoriété qui, moi, m'enchantait. Je me disais, voilà un film, je ne disais pas que c'était mieux Une nuit à l'opéra que Citizen Kane, non, bien sûr. Mais à l'époque, je pouvais penser ça quand même. Parce que ça me touchait pour des raisons post-enfantines. Je ne sais pas quel âge j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. Et de voir ce film, ça m'a vraiment illuminé, quoi. Et c'est vrai que dans la famille des Marx, dont on a retenu 3, Groucho, Harpo, Chico, au départ ils étaient 5, parce qu'il y avait 5 frères, il y avait Zeppo et Goumeau, qui étaient un peu des bellâtres pas absolument captivants et qu'on giclait au bout de quelques films. Dans la famille des Marx, il y avait une frénésie comique, quoi. Il y avait une manière inouïe de faire se fissurer les valeurs, les trucs, les machins, de faire du rentre-dedans. C'était pas une question de provocation, mais c'était une question d'irrespect magnifique. Now we'll have no more interruptions. According to von Steinmetz, the eminent physiologist, there is ever present a group of white phagocytes. According to von Steinmetz, the eminent physiologist, there is present a group of white phagocytes. According to von Steinmetz, according to von Steinmetz, the eminent physiologist, there is present a group of white phagocytes. They are ever present, and they are an essential feature of prolonging life. My left wing has been turned. My rear end has been cut off. But I'll fight it out on these lines if it takes all summer. You got me? Et c'est vrai que le plus irrespectueux qui m'illumine encore aujourd'hui, c'est Groucho. Parce que Groucho était capable de sortir avec une élégance et une désinvolture inouïe, était capable de sortir des trucs formidables. Moi, aujourd'hui, quand je serai mort, je rêverais d'être réincarné en Groucho Marx. I'm going to tell him he's crazy. Parce que de Groucho Marx, on a cité une foultitude de phrases à l'emporte-pièce sublimes, mais quand même la plus belle de toutes, et que peut-être un jour je ressortirai. Enfin, j'ose pas encore. C'était après une soirée, un dîner, et sur le pas de la porte, il a salué la maîtresse de maison, il lui a dit simplement ceci: j'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. Ce qui me bottait vraiment, ce qui m'enchantait chez les Marx, c'était qu'ils étaient capables, eux trois, d'être déjà solidaires en tant que frères, et de faire feu de tout bois. C'est-à-dire que tout était bon pour foutre des bâtons de dynamite là où ils pouvaient. C'est-à-dire que c'était pas un humour sauvage, mais c'était un humour qui avec discernement malgré tout, ne respectait rien. C'est-à-dire que je n'imagine pas aucun des 3 Marx
Dans aucun film tel qu'on les a vus, ni Groucho bien sûr, mais ni les deux autres, puisqu'on parle surtout de ces trois-là, Chico, Harpo, Groucho, je n'imagine pas un seul des trois Marx déstabilisé par une situation, se posant des questions, se disant je ne devrais pas être là, oh là, c'est un peu gênant. C'est comme s'ils ne doutaient de rien. C'est-à-dire, quoi qu'ils aient à affronter, ça va. Et ça, je trouve, c'est une force, mais inouïe, quoi. Inouïe. Alors, évidemment, dans ce côté tout me va et je fais avec tout, c'est Groucho le champion du monde, parce que Groucho est capable, par le verbe en effet, de sortir pas des insanités, mais pas loin, avec un aplomb et une espèce d'élégance comme ça. Sa tête de turc favorite, c'était cette actrice qui s'appelait Margaret Dumont, qui n'est pas dans tous les films avec des Marx Brothers, mais dans la plupart, et qui était son souffre-douleur favori. C'est-à-dire que le nombre de vacheries, de vannes qu'il a pu balancer à la figure de Margaret Dumont, c'est inouï. Not that I care, but where is your husband? Why, he's dead. I'll bet he's just using that as an excuse. I was with him till the very end. No wonder he passed away. I held him in my arms and kissed him. Oh, I see. Then it was murder. Will you marry me? Did he leave you any money? Answer the second question first. He left me his entire fortune. Is that so? Can't you see what I'm trying to tell you? I love you. Oh, Your Excellency. You're not so bad yourself. J'ai lu à peu près tout ce qui s'est écrit sur les Marx, et j'ai surtout lu les mémoires des uns et des autres. Je ne suis jamais arrivé à mettre la main sur les mémoires de Chico, qui paraît-il existent, mais alors pour aller trouver ça, bonjour. Mais les mémoires de Groucho, la correspondance de Groucho-Marx, qui est il faut tous envoyer des lettres comme ça. Enfin, ça, c'est des choses incroyables, quoi. Les mémoires de Harpo et l'histoire, l'aventure des Marx, cette mère tellement pas envahissante, mais qui était vraiment leur coach, leur agent, qui leur trouvait des emplois au music hall tout d'abord, puis après dans les films. Enfin, de penser que cette petite troupe a été, coachée par leur mère, quoi, les frères. Il y avait la mère et les frères. Le père, on ne sait pas trop ce qu'il foutait. Il devait être un petit peu à l'arrière-plan. Mais ce qui était formidable de ce que j'ai appris des Marx, c'était qu'entre les personnages qu'ils étaient dans les films et ce qu'ils étaient dans la vie, il n'y avait pas un hiatus énorme. Il n'y avait pas un fossé. Harpo n'était pas muet, ok, mais à part cette grosse différence, et Harpo ne s'exprimait pas avec des cornes et des poètes-poètes, mais Groucho était dans la vie pratiquement comme dans les films. Et l'humour qu'il véhiculait dans les films était le même dans la vie. Et Chico était un type qui n'arrêtait pas d'aller au casino pour jouer et de claquer son pognon. Et Harpo, entre deux films, faisait de la harpe. Donc, mais ils étaient... il n'y avait pas de discontinuité. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on sent quand on voit les films. Quand on voit les films avec les Marx Brothers, on sent qu'il y a forcément une continuité entre les personnages qu'ils reconduisent de film en film et ce qu'ils sont dans la vraie vie. Et ça me plaisait, ça me les rendait proches, quoi. Parce que vous savez, quand un acteur, quand vous imaginez qu'un acteur incarne un personnage, et puis dans un autre film, un autre personnage, puis un autre personnage encore plus tard, vous vous dites, où est la vraie personne? Et c'est normal, puisque l'acteur endose des vêtements et incarne des personnages différents. Mais les Marx, ils jouaient les Marx. Groucho jouait Groucho, Harpo jouait Harpo et tout ça. Donc après, quand dans la vraie vie, quand la caméra ne tournait pas, Harpo continuait à être Harpo Marx et Chico Marx et Groucho Marx. Sauf qu'il n'y avait pas de caméra et qu'il n'y avait pas de scénario. Take a letter. Who to? To my dentist. Dear dentist, enclose fine check for $500. Yours very truly. Send that off immediately. I'll have to enclose the check first. You do, and I'll fire you. La correspondance de Groucho-Marx, elle a ceci de vraiment formidable, c'est qu'elle est tous azimuts, c'est-à-dire qu'il écrit à des tas de gens différents. Et on sent, quand on lit sa correspondance, un homme qui se régale à l'idée d'écrire ses lettres. C'est-à-dire que c'est une merveille que ces lettres aient été conservées et qu'elles soient toutes publiées, mais par exemple, je me souviens m'être gondolé comme c'est pas permis en lisant la correspondance suivie qu'il a entretenue
avec une marque de cigare. Parce que la marque de cigare, il exprime ça, indiquait qu'avec le Hoopman numéro 12, enfin je dis n'importe quoi évidemment, avec le Hoopman numéro 12, imaginons ça comme ça, c'était 25 minutes assurées à la Havane. C'était ça le slogan publicitaire. Et Groucho Marx, qui était grand amateur de cigares, avait écrit à la fabrique du cigare, « Messieurs, j'ai acheté votre cigare qui m'assurait 25 minutes à la Havane et j'ai eu beau fumer très tranquillement mon cigare, je n'ai réussi qu'à passer 20 minutes à la Havane. Comment expliquez-vous cela ?» Et il y a la réponse de la fabrique de cigares et tout ça. Il dit « Ok, je vais faire une nouvelle. Vous avez sans doute tiré un peu trop sur votre cigare. D'accord, je vais faire une autre tentative. » C'est 10 lettres de suite, mais vous tombez par terre de rire. Et il raconte que à la fin, il s'allonge sur le dos, quitte à s'en brûler les doigts pour essayer d'avoir les 25 minutes promises par la publicité et qui n'y arrive toujours pas. Mais c'est tellement drôle. What are you doing with that cigar in your mouth? Why, do you know another way to smoke it? Il y a un échange de lettres avec la Warner Brothers qui leur cherchait un mauvais procès à propos du film qu'ils ont fait, les Marx, qui s'appelait Une nuit à Casablanca. Or, la Warner Brothers écrivent en disant « Vous n'avez pas le droit d'appeler votre film Une nuit à Casablanca, car nous avons déjà fait un film qui s'appelle Casablanca. » C'est un film célèbre et très réussi, en effet. Et la réponse de Groucho Marx est formidable en disant « Vous dites que Casablanca est antérieur à Une nuit à Casablanca. Mais je vous signale que nous appelions les Marx Brothers bien avant que vous soyez la Warner Brothers. Donc sur Brothers, nous avons des droits aussi. » Mais et toutes les lettres sont de ce tonneau-là. C'est vraiment une correspondance jubilatoire parce qu'on sent à quel point Groucho, qui, vous l'avez compris, est mon idole, on sent à quel point Groucho Marx écrivait ça non pas pour que ce soit lu plus tard et recueilli, mais simplement parce qu'il disait... simplement parce qu'il était drôle et qu'il ne pouvait pas s'empêcher de foutre la merde en étant drôle, quoi. Le film de ce coffret que je connais le mieux, c'est Soupe au canard, qui est le seul film avec les Marx Brothers. On dit les films des Marx Brothers, c'est les films avec les Marx Brothers, mais c'est tellement eux que c'est les films des Marx Brothers. C'est le seul film qui était réalisé par Léo McCarey, qui a réalisé des comédies américaines sublimes, emblématiques, formidables, et qui s'est retrouvé à diriger les Marx, je ne sais plus très bien par quel jeu de Major, peu importe, et qui a cru qu'au cours du tournage, il a vieilli de 10 ans, tellement il est devenu fou à cause d'eux, parce qu'il raconte qu'il n'arrivait pas, il y avait encore le 4e Marx, qui était Goubeau, ou Zeppo, je crois, et il n'arrivait jamais à les réunir tous ensemble. Dès qu'il y en avait 3, il y en avait un qui partait, il se retournait, Harpo était parti. Enfin bon, c'était infernal de diriger un plateau avec les Marx Brothers. Et Soupe au canard, et d'ailleurs, Léo McCarey n'a jamais tourné un deuxième film avec les Marx Brothers. Il a dû dire non, s'il vous plaît, arrêtez les conneries, moi je ne peux pas, je n'ai pas la santé. Et il s'est passé avec Soupe au canard un truc assez marrant, c'est que quand j'étais étudiant de cinéma, bien avant la FEMI, ça s'appelait l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques, il fallait en fin de première année faire une fiche super détaillée sur un film de notre choix. Un film qui n'aurait pas déjà été traité par les étudiants auparavant. Et alors mes amis, mes condisciples de l'IDEC prenaient des films de Bergman, de Antonioni, tout ça, et moi je me disais, mais pour faire une fiche comme ça, il va falloir que je voie le film des tonnes de fois, donc je ne vais pas me taper Les Fraises sauvages 12 fois de suite, je n'aurais pas la santé, quoi. Et j'avais proposé au directeur des études, je dis, moi je ferais bien ma fiche sur Soupe au canard. À l'époque, je vous parle de ça, à l'époque, il n'y avait pas encore les DVD. Aujourd'hui, c'est facile. On a un DVD, on s'arrête, on examine une séquence, le découpage, comment c'est cadré. On peut décortiquer un film avec un DVD. Mais à l'époque, il n'y avait pas de DVD. C'était... ça ne va pas nous rajeunir, mais tant pis pour moi. C'était en 67, c'est vous dire. Vous n'étiez pas né. Et au cinéma, le Racine, rue des Écoles, coup de bol, se jouait Soupe au canard. Donc moi, je prends Soupe au canard. Ou au Champollion, bref, peu importe. Et pendant 4 jours de suite,
je me suis tapé Soupe au canard à la séance de 2h, 16h, 18h. Alors la première séance, j'étudiais simplement le jeu de Harpo Marx. La deuxième séance, mes séances, je prenais des notes tout le temps. Après, j'ai pu faire une fiche extrêmement détaillée. Mais Soupe au canard, je l'ai vu en l'espace d'une semaine. Je crois que je l'ai vu 12 ou 15 fois, quoi. Je suis incollable sur Soupe au canard. Et longtemps après, puisque c'était, ça devait être 30 ans après, 25 ans après, je ne sais plus, au cinéma à la Pagode, à Paris, ils organisaient des séances au cours desquelles un réalisateur de film venait présenter un film qui lui tenait à cœur. Et ils me disent, quel film voulez-vous présenter ? Et je leur dis, écoutez, j'aimerais beaucoup présenter Soupe au canard. Très bien, Soupe au canard, parfait. Donc la soirée, Soupe au canard. Et pendant le film, ils me disent, est-ce que vous voulez qu'on aille dîner ? Pendant ce temps-là, je dis, non, je ne l'ai pas revu depuis l'IDEC, j'aimerais bien revoir Soupe au canard. Ça m'a fait un effet très bizarre, parce que je revois Soupe au canard, je revois tout, seconde après seconde, que je connaissais encore par cœur. C'est vrai qu'à l'époque, c'était cette espèce de grand n'importe quoi qui me séduisait, qui me séduit sans doute encore. Mais avec le recul, je me suis dit, mais j'avais pas le souvenir d'un film aussi foutraque, quoi. Parce que c'est totalement... Oui, c'est une espèce de grand n'importe quoi, emballant et désespérant à la fois. Et ce jour-là, je me suis rendu compte, et puis en voyant un peu les films de ce coffret, je me suis dit, est-ce que les Marx étaient gérables, comme on dit aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait pu les encadrer dans un scénario un peu bordé, enfin un peu construit, enfin un scénario qui se tienne ? Est-ce que c'était eux qui tournaient et qui improvisaient beaucoup ? Je ne sais pas. Mais quand on revoit les films des Marx, que je continue à aimer pour l'esprit qu'ils véhiculent et pour les courants d'air qu'ils provoquent, quand je revois les films des Marx, j'ai toujours ce petit pincement au cœur qui consiste à me dire quel dommage qu'il n'ait pas été tenu dans un film qui aurait raconté une histoire un peu construite. Et à la même seconde, je me dis, dans le fond, peut-être que les Marx, il fallait surtout ne jamais les tenir. À l'époque où j'allais voir les films des Marx, et c'était beaucoup au Champollion, où il sortait beaucoup les films des Marx, ce dont je me souviens de toute façon, c'est que dans chaque film des Marx, au-delà des extravagances verbales de Groucho, j'attendais à chaque fois, avec la même impatience, j'attendais les moments où Chico se mettrait au piano, parce que ça c'était une figure imposée, il fallait que Chico soit au piano à un moment ou à un autre, et Harpo à la harpe. Séparément, ils ne jouaient pas ensemble. Parce que quand Harpo s'installe derrière sa harpe, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là, parce que c'est un très bon harpiste, ce n'était pas du playback bidon, non, c'est un très bon harpiste. Je vois son visage, le sérieux de son visage, l'application qu'il a à jouer. Et dans ces moments-là, qui sont des moments assez magiques et privilégiés, c'est comme s'il débranchait la prise de Harpo Marx et qu'il était, malgré sa perruque frisée et sa binette impossible, qu'il était Harpo tel qu'en lui-même. Il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus de tricherie, il n'y avait plus de fantaisie, il n'y avait plus de... C'était lui. Et quand on le voit, lui, un peu lunaire, mais
pas vraiment, pas que. Quand on le voit lui derrière sa harpe, c'est très curieux parce que, et il y a ça dans tous les films de Scoffret évidemment, c'est très curieux parce que à la même seconde, on le voit presque enfantin et plus adulte que dans les films. C'est-à-dire qu'il y a un sérieux du musicien, de l'interprète, et puis il y a une part d'enfance, bon, c'est un peu cliché, ok, mais j'assume, il y a une part d'enfance tout à fait magnifique, quoi. Et quand un peu plus tard ou un peu plus tôt, Chico, et moi j'attendais ces moments-là avec impatience, parce que je ne sais pas jouer de piano du tout. Ça m'énerve, parce que quand je vois Chico au piano et des gens qui savent pianoter comme ça, comme qui rigolent, ça me fait rêver. Je me dis, ah, j'aimerais qu'une fée arrive, un coup de baguette magique, et hop, je peux en faire autant. Et quand je voyais Chico au piano, lui aussi il redevenait presque sérieux, parce qu'il ne voulait pas faire le con avec son instrument, mais au contraire de Harpo, qui effectivement affichait une espèce de concentration, de sérieux derrière sa harpe, Chico continuait à maintenir une espèce de fantaisie, qui était la fantaisie de ses doigts, comme ça. Et j'avais l'impression de le voir au casino, autour des tables de jeu, en train de distribuer des cartes, dissimuler sous sa manche. Il y avait une espèce de... le mot n'est pas gentil, mais il y avait une espèce d'esbrouf. Comme s'il voulait épater son monde. Et quand il joue du piano dans les films, j'ai l'impression qu'il veut séduire des filles. Mais moi, il me séduit, bien que n'ayant pas de robe. De nos jours, il y a forcément une descendance, une filiation, évidemment. Mais encore une fois, cette filiation et cette descendance sont des choses forcément inconscientes de la part des gens qui pratiquent. Évidemment, Jerry Lewis connaissait les films de Marx Brothers par cœur, forcément. Et les frères Farrelly, dans le côté iconoclaste, provoquant, politiquement non correct, évidemment, ils connaissent ça par cœur aussi. Il y a quelque chose chez les Marx Brothers, même si c'est souvent un peu hirsute, incohérent, même si ça n'a ni queue ni tête, enfin, même si ça part un peu dans toutes les directions, mais il y a quelque chose qui est très, très inspirant, très salutaire, et qui a dû donner de l'énergie à plein de cinéastes, c'est que rien n'est impossible et tout est permis. Et ça, c'est plaisant. C'était vraiment des gens formidables.